Vendredi 2 mai 2025, dernier jour de la semaine. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal dont voici les titres. Reporters sans frontières a rendu public ce jour son rapport sur la liberté de la presse dans le monde. Le Bénin recule à la 92e place. À l'occasion de la fête du travail, le syndicaliste Kassa Mampo et son adjoint ont été brièvement interpellés lors d'une marche pacifique à Cotonou avant d'être relâchés. Plus de précisions dans ce journal. Et puis, à l'international, l'Union africaine lève les sanctions contre le Gabon après l'élection de Brice Oligui Nguema à la tête du pays. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Je l'annonçais en titre, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, et son adjoint Norbert Couteau ont été brièvement interpellés par la police hier. C'était lors d'une marche pacifique que ce regroupement syndical tentait d'organiser à Cotonou. La marche n'aurait pas été autorisée et la police se serait rendue à la Bourse du Travail pour maintenir l'ordre. Peu après l'arrestation de ses principaux dirigeants, la CSTB a annoncé dans une déclaration à la presse avoir informé la mairie de Cotonou de l'organisation de la marche. Les responsables disent n'avoir reçu aucune réponse de la mairie indiquant une interdiction de la marche. Placés en garde à vue pendant quelques heures, les deux hommes ont été relâchés après leur audition par la brigade criminelle de Cotonou. Demain, 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. En marge de cette célébration, Reporters sans frontières a publié ce matin son rapport sur la liberté de la presse dans le monde. Le document présente un tableau alarmant de la situation de la presse dans plusieurs pays. 42 pays sont désormais placés dans la zone rouge contre 36 l'année dernière, ce qui signifie que la liberté de la presse n'est plus du tout garantie dans ces pays. Selon le rapport de Reporters sans frontières, 15 journalistes sont tués depuis le 1er janvier 2025. 552 se trouvent en prison à ce jour contre 54 qui sont retenus en otage. Il faut aussi retenir que 99 journalistes sont portés disparus à la date d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne le Bénin, le classement 2025 de Reporters sans frontières confirme en partie les déclarations du rapport d'Amnesty International sorti mardi dernier. Cette année, le Bénin regresse et passe de la 89e à la 92e place. Amnesty International Bénin a présenté ce mardi à Cotonou son rapport annuel sur la situation des droits humains, aussi bien au niveau mondial qu'au plan national. Le document présenté à la presse dénonce un net recul des libertés dans les pays et des tensions persistantes entre citoyens et forces de sécurité. Le compte rendu avec José Pogla et Christiane Haïssi. Elle dénonce, défend et lutte contre toute atteinte aux droits humains. Fidèle à ses missions, Amnesty International a présenté ce mardi 29 avril 2025 à Cotonou son rapport annuel 2024-2025 sur la situation des droits humains dans le monde. Année après année, nous alertons sur les dangers de la régression des droits humains. Mais les événements des 12 derniers mois, à commencer par le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, dont nous sommes tous témoins en direct, mais que nul n'arrête, ont montré à quel point le monde est devenu un enfer pour tant de personnes lorsque les grandes puissances abandonnent le droit international et font fi des institutions multilatérales. Au Bénin, la situation reste préoccupante. Dans son rapport de 495 pages, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme dresse un tableau peu reluisant. Elle pointe du doigt les restrictions persistantes des libertés d'expression et de réunion pacifique. La suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, le procès de Steve Amousson, soupçonné d'être frère en vie, les arrestations arbitraires d'opposants, ainsi que l'usage excessif de la force, figurent parmi les cas mis en lumière. Sur le Bénin, les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique ont continué de faire régulièrement l'objet de restrictions. Des personnalités de l'opposition ont été maintenues en détention arbitraire. Les conditions de détention ne respectaient pas les normes internationales relatives aux droits humains concernant le traitement des détenus. Des victimes d'expulsions forcées liées à des projets de développement touristique n'avaient toujours pas reçu d'indemnisation suffisante. Des personnes ont été tuées par des groupes armés aux frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Un nouveau code électoral dénoncé par l'opposition a été adopté en masse.
Ce test limitait la participation aux futures élections présidentielles, la prochaine étant en 2026. Autre point alarmant, les conditions de détention dans les maisons d'arrêt et prisons du Bénin. Amnesty International dénonce des cellules insalubres et surpeuplées. En ce qui concerne les droits des personnes détenues, les prisonniers et prisonnières du pays étaient toujours détenus dans des bâtiments sales et surpeuplés, sans accès suffisant à l'eau potable ni à des traitements médicaux, en référence à notre communiqué du 1er août 2024 que vous connaissez bien. Selon le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, les 11 centres de détention accueillaient en septembre plus de 19 000 personnes, ce qui représentait environ 300% de leur capacité. Faute de place, la plupart des détenus dormaient par terre sur le côté, sans même pouvoir se retourner. Malgré la chaleur excessive, la majorité des prisons n'étaient pas équipées de ventilateurs. Une odeur fétide régnait dans les bâtiments et les cellules en rayon du manque d'infrastructures sanitaires. Le nouveau rapport qui vient d'être présenté à la presse est désormais disponible en ligne et au siège de l'ONG à Cotonou. Amnesty International invite les citoyens, les journalistes, les responsables politiques et les membres de la société civile à s'en approprier pour favoriser un dialogue constructif autour des droits humains, de la justice et de l'état de droit. Le Bénin accueille du 5 au 9 mai 2025 à Cotonou la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation. Organisé dans le cadre des 50 ans de la CEDEAO, l'événement réunira tous les États membres sous le thème « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable ». Destiné principalement aux jeunes passionnés de sciences et de technologie, le forum proposera des activités scientifiques, commerciales, culturelles et touristiques. Invité sur l'émission Focus de la télévision nationale le mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement a fait un tour d'horizon sur plusieurs questions d'actualité. Wilfried Léon de Humbedi a notamment expliqué les raisons pour lesquelles le drapeau national n'a pas été mis en berne en l'honneur des soldats tombés au front après les attaques terroristes. Il a également profité de l'occasion pour mettre en garde les administrateurs des médias en ligne face à la propagande terroriste. Je vous propose de suivre cet extrait de ses propos. 54 et pas 70 et pas plus de 70 comme cela a été véhiculé ici et là sur les réseaux comme vous l'avez souligné. Véhiculé aussi parce que les gens, les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants ont parfois, je ne dirais même pas parfois, ils ont un service de propagande, un service de presse, pour être soft. Et malheureusement pour nous, certains de nos enfants du Bénin, je veux dire, participent à ce jeu-là. De quelle façon? Se font les relais des assassins pour disséminer dans l'opinion des informations de nature à créer l'émoi, à entretenir la psychose. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que quelques jours après, soit le samedi dernier, le 26, je pense, sur les réseaux, d'autres ont eu le vilain loisir de répandre qu'il y avait de nouvelles attaques dont ils assuraient la retransmission en direct. En recherchant des images d'ailleurs, d'autres pays, et des images passées, juste pour faire peur aux Béninois. À quelle fin, croyez-vous? Essayer de nous doucher au moral et faire en sorte que nous vivions dans la peur continue. Mais fort heureusement, nous sommes le Bénin, nous ne céderons pas. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Le soldat, qu'il soit de la Libori ou du Zou, du Borgou ou de l'Ouémé,
du mono ou du kufo, du plateau ou de la takora, ou de la donga, ou des collines, etc. Chaque vie de soldat vaut une autre. Si nous entreprenons de mettre le drapeau en berne, nous devrions le faire chaque fois qu'un de nos enfants tomberait. Chaque fois qu'un de nos enfants tomberait, on devrait le faire. Donc, on le fait parce qu'un tombe, on le ferait parce que 5 tombent, parce que 10 tombent, je touche du bois. Davantage parce que 50 seraient tombés. Pourquoi le ferait-on une fois et qu'on ne le ferait pas par la suite? Et j'ai dit, ce n'est pas un phénomène qui se produit une fois l'an. Si ça nous arrivait 10 fois, 20 fois, 50 fois dans l'année, encore une fois, je touche du bois. Si ça nous arrivait 50 fois dans l'année, on va décréter 50 fois un deuil national. On va mettre le drapeau en berne 50 fois. On fait le jeu de l'ennemi. Nous faisons ainsi le jeu de l'ennemi. À Kérou, dans le département de l'Atakora, le corps sans vie d'un homme a été repêché dans un marigot mercredi dernier. La découverte macabre a été faite à Nyambangu, un hameau de Kabongourou. Selon un média local, la victime âgée d'une trentaine d'années aurait été égorgée et éventrée avant d'être jetée à l'eau. Le corps flottant sera découvert par un jeune garçon qui a aussitôt alerté les habitants. Pour l'heure, les circonstances du drame restent inconnues, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Dans le cadre de la deuxième phase de son projet de renforcement des capacités des filles mères, l'agence Lumière Communication, avec le soutien du Fonds de développement de l'artisanat, a lancé une formation de 3 jours à l'intention des filles mères et femmes artisanes de l'OMI. Axée sur la fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires, cette initiative a officiellement démarré le lundi 28 avril à l'Institut Ablavi-Micrette de Porto Novo. Au total, 50 femmes venues des 9 communes du département y prennent part. José Pogla et Ostave Capo nous en parlent. Sous vos applaudissements, je déclare ouverte la formation, l'atelier. C'est reçu ces mots de la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME que la deuxième phase du projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes a été officiellement lancée ce lundi 28 avril 2025 à l'Institut Ablavi-Micrette de Porto Novo. Porté par l'agence Lumière Communication dirigée par Dorcas Kamel Kodia avec l'appui du Fonds de développement de l'artisanat, cette initiative rassemble 50 filles mères et femmes artisanes venues de toutes les communes de l'OME. Pendant 3 jours, elles bénéficieront d'une formation axée sur l'autonomisation financière à travers des activités génératrices de revenus comme la fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires. Dans plusieurs communes du Bénin, beaucoup de femmes souffrent de ne pas mener une activité génératrice de revenus. L'avenir de la jeunesse dépendant de l'état des familles, il est important de rendre les femmes autonomes et épanouies pour espérer une éducation de qualité. L'agence Lumière Communication a initié le projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes RECAFA pour accompagner les filles mères et femmes artisanes vers l'autonomisation. Dans son mot de bienvenue, la représentante de la directrice départementale a salué l'initiative qu'elle estime en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement béninois engagé pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. Vos activités cadrent bien avec la vision du gouvernement au sujet de l'autonomisation réelle des femmes en zone rurale. 3 jours de formation pour les outiller dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques et agroalimentaires, c'est toute une richesse et une belle opportunité pour l'autonomisation de la femme béninoise. Le point focal du projet, Dr Fiacre Nouadjro, a de son côté encouragé les participantes à tirer le meilleur parti de cette formation. Il les a invités à travailler en synergie pour développer durablement leurs activités après ces 3 jours d'apprentissage. Je souhaite que ce soit un moment de fête et de convivialité entre vous, parce que venant des 9 communes de l'OME, c'est déjà un réseau que vous formez. C'est bien ça, hein? Un réseau de production, un réseau de distribution, un réseau de consommation. Et donc faites en sorte que ce type de réseau puisse naître aujourd'hui. Quand quelqu'un fabrique à Adjong, qu'ils soient en mesure d'envoyer à son homologue de Porto Novo pour vendre et vice-versa. Dès la fin de la cérémonie d'ouverture, les participants ont été plongés dans le vif du sujet avec une formation pratique sur la fabrication de produits cosmétiques.
Dans une ambiance conviviale, elles ont été formées aux différentes étapes de conception du savon liquide, du savon solide, des baumes, pommades et lait corporel. Je crois que la journée a été formidable et remplie d'émotions. On a travaillé sur spécialement 3 produits qui est le lait de base, le savon liquide et le savon dur. Et je crois que ces bénéficiaires sont vraiment motivées. Elles ont été très attentives, ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment ravie. Satisfaits des enseignements reçus, les participants livrent leurs impressions à l'issue de cette première journée. Aujourd'hui, j'ai retenu comment on fait la fabrication du savon liquide. J'ai regardé comment on appelle les ingrédients, ce que je ne connaissais pas du tout avant. Donc j'ai reçu 1+1 aujourd'hui. Si je sors d'ici aujourd'hui, je suis en mesure de fabriquer du savon liquide et aussi du savon dur. Mes impressions sont bonnes. La formatrice, elle a très bien expliqué les ingrédients à utiliser pour la fabrication du savon liquide et aussi le lait de base, le lait corporel. Comment est-ce qu'on peut fabriquer le lait corporel? On est passé par tous ces aspects-là. À noter que durant ces 3 jours de formation, 16 modules au total seront enseignés aux participantes. Des communications complémentaires sur le leadership, le développement personnel, la recherche de financement et le marketing sont également prévus afin d'outiller ces femmes pour une autonomisation véritable et durable. À l'issue de la phase 2 de ce projet, c'est l'enthousiasme chez les bénéficiaires. Elles se disent satisfaites des nouvelles compétences acquises et surtout heureuses de repartir avec des attestations. Nous avons recueilli des impressions de quelques-unes que je vous invite à suivre. Ce qui m'a intéressé le plus est que souvent on achète du savon. Je sais faire le savon, pommade qu'on fait avec les hydroquinol passe. Pour nous, là, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de boutons, tout. Désormais, moi, je ne peux plus acheter du savon. Pommade aussi, je ne peux plus acheter. Même Vitago, je ne peux plus acheter. Je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup parce que je suis très contente par rapport à cette formation. La formation s'est bien passée. On a appris à fabriquer des produits cosmétiques, des savons de lessive, des savons liquides, de l'eau de javel. Aussi en agroalimentaire, nous avons fait le mayonnaise. Nous avons aussi fait la vinaigre, des jus de fruits, les différentes sortes de jus de fruits, d'arômes, des arômes. Cette formation est avantageuse. Parce que du coup, avec la cherté de la vie aujourd'hui, avoir la chance d'être formée dans des domaines de ce que la femme en a besoin à la maison pour régler certaines tâches d'urgence, ça vraiment, c'est celle qui a croisé les bras en quittant ici qui ne va pas s'en sortir, sinon c'est avantageux. J'ai retenu comment faire le savon dur, j'ai retenu comment faire le lait du corps. J'ai aussi retenu comment faire le Zoro et la bougie, comment faire la préparation de gâteau au beurre et aussi comment faire le jus de bissap, jus de baobab et le sirop de bissap aussi. Ceux qui m'intéressent les plus sont la bougie, la fabrication de la bougie, la préparation du gâteau, comment faire le jus de baobab, comment faire aussi le lait. Ce sera utile pour moi, pour ma famille, comment gérer ma famille, comment gérer mes alentours et particulièrement pour moi-même aussi. Au Sénégal, les poursuites judiciaires visant des proches de l'ancien président Macky Sall se multiplient. Le quotidien L'Observateur, dans sa parution du 28 avril, cite un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières qui annonce qu'Amadou Sall, fils de l'ex-chef d'État, est convoqué le 7 mai prochain devant le pôle judiciaire et financier. Il est soupçonné d'être impliqué dans un transfert douteux de 10 milliards de francs CFA.
Depuis son départ du pouvoir, plusieurs proches de Macky Sall ont été interpellés dans divers dossiers. Le plus récent cas avant Amadou Sall était celui du coordinateur en France du parti de Macky Sall, Amadou Daf, arrêté début avril pour détournement de fonds publics. Je l'avais annoncé un peu plus tôt dans les titres, après l'élection de Brice Oligui Nguema à la tête du Gabon, l'Union africaine annonce le mercredi dernier la levée des sanctions contre le pays. Le Conseil paix et sécurité de l'organisation estime que la transition entamée après le coup d'État d'août 2023 a été globalement réussie. Suspendu depuis le putsch qui a renversé Ali Bongo, le Gabon retrouve sa place au sein des instances de l'organisation continentale. En République démocratique du Congo, la justice militaire a saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Sénateur à vie, l'ancien président congolais Joseph Kabila est soupçonné d'être le cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire allié au M23. Il est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Rappelons que le ministre de la Justice avait ordonné la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers dans un récent communiqué. De même, le ministre de l'Intérieur avait également suspendu les activités de son parti politique, le PPRD. Toujours à l'international, en Turquie, plus de 400 personnes ont été arrêtées jeudi à Istanbul lors des célébrations du 1er mai. Les autorités ont déployé plus de 50 000 policiers et bloqué une partie de la ville pour empêcher tout rassemblement sur la place Taksim au lieu des luttes démocratiques interdites aux manifestations depuis 2013. Selon le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, 407 manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre. Plusieurs organisations, dont Amnesty International, dénoncent une nouvelle atteinte aux libertés dans un contexte de tension croissante, marqué par l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Des manifestations d'ampleur inédite ont d'ailleurs secoué la ville fin mars après l'arrestation de ce dernier, principal rival du président Erdogan. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir à tout moment sur notre site htdtv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Très bon début de week-end à tous.